au Crypto Bubble, analyse technique et tout. Là, c'était la partie hyper liquide qu'on voulait vous présenter. Hop. Est-ce que tu vois mon écran, Théo? Yes. Ouais. Nickel. Bon, mercredi, sur le jour, on était dans le vert. Bon, là, on est reparti de nouveau. On est reparti de nouveau dans le rouge. Sur la semaine, il y a quelques projets qui sortent du lot. Étonnamment, le Cro. Je comprends pas pourquoi. Il a dû y avoir une news. Voilà. Les gens sont contents qu'il y a eu un déblocage de 70% de la token supply qui a été déburn. Voilà, je sais pas pourquoi. Bon, allez chercher pourquoi. Puis après, bon là, Ah, ça mais forme. oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'il me semble c'est les ETF de Trump ou le stablecoin de Trump qui va être lancé en partenariat avec crypto.com. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est un effet Ouais, news. voilà. Ok. Ouais. Donc une fameuse news intéressante. Bon, à suivre. En tout cas, vous voyez que vous avez quand même quelques projets dans le vert sur la semaine, mais globalement, que ce soit sur le mois ou sur l'année, bon, il y a quelques projets qui sortent du lot, mais globalement, on est toujours très largement dans le rouge. Au niveau des ETF, sur Ethereum, ça continue de sortir. C'est ce que je vous disais mercredi, en fait, sur Ether. Là, il y a deux dynamiques différentes. On voit que sur Bitcoin, on repart sur une puissance acheteuse au niveau des ETF. Sur Ether, c'est l'inverse. Voilà. Sur Ether, ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le rouge. Alors, c'est pas des grosses sorties pour le coup, mais on n'a pas vraiment de grosses rentrées d'argent. On est plutôt sur des sorties consécutives. On verra si ça change dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et sur la partie Bitcoin, vous voyez, c'est l'inverse. C'est assez faible en termes de rentrée d'argent, mais ça rentre un petit peu quand même. On a quand même une dynamique différente, d'où la dominance du Bitcoin aussi qui continue d'augmenter. J'y reviendrai après. Mais on voit qu'on est beaucoup plus en ce moment en train encore d'accumuler du BTC sur là les dernières semaines que de l'Ether. Voilà. Et pour l'instant, tant que vous avez, je reviens pas dessus, mais tant que vous avez la dominance du Bitcoin encore super importante, pas de très belle perf sur le Bitcoin, pas de dépassement d'ATH, un Ether qui traîne la patte. Et puis les liquidités aussi, on en a beaucoup parlé avec Théo sur le suivi de la M2. Là, peut-être qu'on vous refera un live la semaine prochaine pour vous refaire un état des lieux de la M2, mais globalement, ce qu'on avait regardé, c'était que il y avait une très belle augmentation là qu'on avait eue ces derniers mois, et que en fonction des études et en fonction des données qu'on peut retirer, l'impact de l'AM2 sur les actifs à risque, s'il y en a une, parce qu'il y a aussi une probabilité qu'il n'y en ait pas une immédiatement, c'est pas parce qu'on a suivi l'AM2 jusqu'à maintenant que ça va continuer d'être le cas, ça aussi. Mais il y a quand même une correspondance importante entre l'augmentation de la M2 et puis les performances des actifs risqués, en l'occurrence le Bitcoin, l'Ether, etc., mais principalement le BTC. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une augmentation super importante de la M2 là, ces derniers mois, et que là, selon les prévisions, ça serait entre avril et fin mai, début juin, où normalement on devrait avoir un impact sur la partie crypto. Après, quel impact? Et s'il y en a un, on verra. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Théo. Oui, on l'a pas mal poncé. Moi aussi, sur ma chaîne, je pense que j'en ai parlé une bonne dizaine d'heures. Surtout sur les derniers lives, on Ouais. a fait des bonnes sessions avec notamment le offset, non, les données clés, même si on sait que c'est pas parfait, parce que ça a été pas mal critiqué aussi, cette histoire de M2, mais on sait au final qu'on a quasiment 3 mois là de montée consécutive plutôt 2 mois, non, 26 mars, 31 mai, on est sur deux gros mois en fait de augmentation continue de la M2, donc des liquidités globales. Pas uniquement aux États-Unis, pas uniquement si on parle de liquidité globale. Donc après, si vous voulez pondérer en fonction de l'importance des zones, vous pouvez le faire, mais dans tous les cas, c'est pas ce qui a été étudié ici. Et on sait qu'au niveau corrélation, il y a une corrélation directionnelle, c'est-à-dire que quand la M2 augmente ou baisse à 83% du temps sur une année, attention, parce qu'on va aller rajouter des nuances, 83% du temps sur une année glissante, au final, le prix du Bitcoin va dans la même direction que la M2. Donc, c'est-à-dire que si ça augmente, Bitcoin, il a tendance à augmenter aussi. Si ça baisse, ça a tendance à baisser aussi 83% du temps. Bien évidemment, il y a une partie minimum où c'est pas corrélé. Donc, la M2 peut augmenter et Bitcoin baisser. Donc ça, il faut tenir aussi en compte. Mais dans tous les cas, comme on a eu cette augmentation sur 2 mois, normalement, il devrait quand même y avoir, et historiquement on l'a vu, une corrélation. Donc ça devrait se refléter au moins en partie sur le prix du Bitcoin, même si évidemment, ça peut décorréler, le modèle n'est pas parfait. Et en plus, on sait qu'il y a un certain laps de temps entre le moment où la M2 augmente et le moment où ça infuse et ça se reflète sur le prix des actifs financiers dont Bitcoin.
Et toute la question, c'est de savoir, et là, les scénarios sont ouverts, non, si ça se reflète 75 jours après, 105, 108 jours après, pour essayer de timer à peu près, parce que ça ne sera pas au jour près, le moment où ça a commencé à se refléter. Et effectivement, on est plus entre soit 75 jours ou 108 jours. Donc, comme tu l'as dit, ça serait, est-ce qu'on est plutôt en avril ou en mai? Il faudra voir. Et bien évidemment, pour apporter la dernière touche de nuance, ça dépendra aussi de la macro, voir ce qui se passe. Parce que c'est pas non plus isolé cette métrique-là, même si ça pourrait avoir un impact. Mais en fait, la M2 peut avoir un impact, bien évidemment, mais est-ce que ça sera un dead cat bounce, une dernière petite montée et après ça sera fini, ou une reprise du cycle haussier? Très clairement, et ça on va pas se le cacher, ça dépendra du contexte macro global. Et pour l'instant, franchement, si vous arrivez à dépatouiller tout ça, contactez les plus gros fonds d'investissement parce que tout le monde cherche des réponses. Donc en ce moment, en fait, personne ne sait. Donc il faudra suivre. Il y a énormément d'incertitudes. Hein. Aujourd'hui, sur la Ouais. partie macro, c'est énormément d'incertitudes. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, la tendance très long terme sur la crypto, finalement, elle ne sera pas vraiment impactée. On le voit, hein, la crypto est là pour rester. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes là sur plusieurs années, plusieurs cycles, il n'y a aucun problème. Mais sur le court terme, on peut faire des prévisions, on peut faire certains scénarios, mais il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je disais en fait aujourd'hui. En tout cas, sur le court terme, pour l'instant, je reste assez neutre. Tu vois, je suis ni ultra bull ni ultra bearish. Je reste neutre parce qu'au final, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux. On est dans full incertitude en fait. On est en train de subir tous les abus en fait un peu qu'on a eu avant l'élection de Trump, parce que en fait il faut toujours vous dire, et c'était un peu, je vais arrêter de partager mon écran le temps qu'on parle de ça un petit peu, c'est toujours vous dire, les gens en crypto vont toujours acheter par anticipation du halving, par anticipation d'une baisse de taux, par anticipation d'une impression monétaire, par une anticipation de... C'est ça, genre anticipation de tiens, ça va être Trump président, tiens, il va mettre du Bitcoin en réserve stratégique, tiens, je sais pas, en 2021, il y a Elon Musk qui a acheté du Bitcoin pour le mettre chez Tesla ou chez SpaceX. Bref, il y a toujours une anticipation, il y a toujours un narratif, il y a toujours quelque chose. Aujourd'hui, on a quoi? On n'a rien. On a la M2, voilà, un peu, qu'on va suivre. Donc les gens pourraient essayer d'acheter un petit peu par anticipation de la M2. Tu as quelques news avec des lancements d'ETF. Voilà, le lancement des Ethereum, enfin du staking d'Ethereum. On va en parler un peu tout à l'heure, mais il y a d'autres types d'ETF, comme par exemple celui chez Solana. Et puis je pense qu'il y a celui de chez XRP aussi qui risque de sortir cette année. Après, il y a peut-être celui du Doge et tout. Mais en fait, pour qu'il y ait un vrai changement et un vrai shift d'un point de vue de marché, il faut qu'il y ait quelque chose que le marché ne s'attend pas, auquel le marché ne s'attend pas aujourd'hui. Par exemple... quelque chose qui n'est pas pricé, en fait. Ouais, quelque chose qui n'est pas pricé. Parce que les gens, ils vont se dire, ah, il y a une news sur les ETF, il va se passer un truc. Mais en fait, la news, au moment où elle est sortie, elle est déjà pricée. C'est la théorie de l'efficience des marchés que je vous ai présentée à de très nombreuses reprises, qui a été créée par 2 prix Nobel. Eugène Fama et puis le deuxième, je ne sais plus, c'est Kenneth, je ne sais plus son prénom. Kenneth et Fama, qui sont deux économistes qui ont reçu le prix Nobel justement pour ça, qui expliquent qu'en fait, qu'à l'époque, typiquement, quand vous faisiez de l'investissement, quand il n'y avait pas Internet et tout, le seul moment pour avoir des informations, c'était via des journaux spécialisés, et donc en fait, ou via la radio aussi, mais c'était très, très, très compliqué d'avoir ce genre d'informations-là. Et donc, au moment où le journal était distribué, par exemple le Wall Street Journal ou ce que vous voulez, dès qu'il y avait des news en fait sur la partie financière, vous aviez des impacts sur la partie finance, parce qu'en fait, c'était le moment où vous receviez l'information. Donc, il y avait un intérêt de recevoir les informations avant les autres. Aujourd'hui, c'est encore un peu possible avec la partie des tabloïds de Bloomberg et tout, mais globalement, en fait, avec Internet, dès qu'il y a une news, en un claquement de doigts, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel à connaître cette news. Je veux dire, qu'il y ait un lancement d'ETF, qu'il y ait, je sais pas, une loi qui passe ou une souplesse peut-être accentuée sur la SEC, sur la partie purement crypto. Globalement, c'est pas ça qui aura un impact sur le marché, et on le voit. À chaque fois qu'il y a une news qui tombe, bonne news, ça dump. Mauvaise news, ça dump. En fait, la news ne fait plus rien aujourd'hui. Les gens ne sont plus excités par pas grand-chose, en fait, globalement. Et du coup, tout ça, ça remet un peu en perspective le truc. Il y a une news qui est tombée aussi, qu'on n'a pas dit tout à l'heure, qui était intéressante, c'est le desserrement des liquidités. C'est-à-dire que c'est même pas la fin du quantitative tightening.
c'est un desserrement des liquidités qu'on a eu lors du dernier meeting avec Jérôme Powell, avec la Fed. D'accord ? Ça devrait être mis en place d'ici début avril, de ce que j'avais suivi. Oui, c'est ça. On passe de 25 à 5 milliards. Il est tout à fait possible que le quantitative tightening soit, donc là, on a un desserrement des liquidités, mais qu'on ait une fin définitive du quantitative tightening dans les prochains mois. D'accord ? Et si ça arrive plus tôt que prévu, et que si surtout le marché ne s'y attend pas, là, ça peut avoir un effet news. Ça peut avoir un effet positif, ça peut avoir un effet, un catalyseur sur la crypto parce que, on dessert les liquidités, ou même aussi d'un point de vue macro, hein, si la guerre commerciale qu'on a avec Trump et la plupart des autres pays dans le monde où ils s'amusent à mettre des tarifs et des taxes douanières un peu de partout pour créer un peu de l'incertitude, on vous avez présenté le fait que ça pouvait faire partie de son jeu justement pour forcer la main à la Fed de baisser les taux et de remettre en place la planche à billets. On verra un petit peu comment ça va se passer pour l'aider aussi à refinancer le 7 trillions de dettes qui arrive à échéance là assez prochainement. Donc l'idée pour lui, c'est de pas les refinancer avec un taux à 4,5%, peut-être de les refinancer avec un taux plus bas, quoi, pour que ce soit moins cher et puis pour qu'ils puissent reléguer un peu le parti de la dette un peu plus loin. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais dites-vous vraiment, dans des moments comme ça, c'est quoi le narratif ? C'est quoi qui va pousser les gens à acheter ou de se dire, moi, ok, là c'était risqué, là ça l'est beaucoup moins. Il y a la partie macro, il y a les parties liquidité. Mais les news en tant que telles, ah tiens, tel projet a sorti ou a fait un partenariat ou a sorti une mise à jour ou un truc, en fait, c'est que du bullshit. C'est ce que vous disiez. Hein. Souvent, ces news-là, elles sortent en bull run, théoriquement bull run, mais ça a juste pour objectif d'augmenter le seuil ou le prix moyen que vous pourriez avoir en tête sur un projet en question. La réalité, c'est que la plupart du temps, ils vont, même si ces news ou ces mises à jour sont disponibles en bear market, ils le sortiront pas, ils le sortiront en bull run, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, Théo. Mais ça surtout, et puis les modèles de news, au final, là où il y avait en final du retail inaverti, non, où au final la news a sorti, tout le monde réagissait par rapport à ça. Maintenant, les institutionnels, et je pense que ça avait été touché aussi par Yann dans sa vidéo, mais ça c'est vrai, moi aussi, j'en fais pas mal aussi dans la journée. les différents scénarios, non, tu as beaucoup d'incertitudes. Et au final, l'investissement, c'est que de l'incertitude. Par contre, quand tu es un pro, et on parle fonds d'investissement et tout, en fait, tu as des modèles de risque maison, tes indicateurs, et tu as du forecast, en fait. Tu te dis, OK, c'est quoi, en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est travailler en 3 scénarios, non, best case, non, base case au worst case. Donc, c'est quoi le meilleur scénario, le scénario de base, celui où je mets le plus de probabilité qu'il arrive, et le pire scénario. Et en fait, tu mets des probabilités à chaque scénario et tu essaies d'estimer avec des probabilités ce qui pourrait arriver et c'est quoi ton scénario principal. Et normalement, tu essaies d'ajuster tes positions par rapport à ce que tu penses qui a le plus de chances d'arriver, tout en sachant c'est quoi le meilleur cas et c'est quoi le pire cas et qu'est-ce que je fais si ça arrive aussi, parce que normalement, le but, c'est de se préparer à un scénario, mais d'envisager aussi ceux qui sont plus positifs et ceux qui sont négatifs, carrément, pour voir comment gérer ton risque. Hein. Et du coup, toutes ces news-là, en fait, elles sont aussi pricées en avance par le fait que tous les institutionnels et ceux qui ont vraiment une vraie gestion du risque et des teams de forecast et tout, ils essaient de programmer tout ça. Hein. C'est ce que font les gens aussi sur Polymarket, non ? Quelle est la probabilité que Kamala ou Trump passent l'élection ? Quelle est la probabilité d'une récession ? Surtout cette dernière question, il y a plein de gens qui essaient de la forecast. Non ? Est-ce que c'est 40% ? Est-ce que c'est 60% ? Est-ce que c'est 70% ? Donc, si tu estimes en interne qu'il y a 80% de chances qu'il y ait une récession qui arrive, forcément, tu vas ajuster ton portefeuille ou tu vas prendre des mesures pour t'aligner avec ta prévision. Même si tu n'es pas obligé d'y aller à fond parce que tu sais que c'est pas 100%. Mais dans tous les cas, tout ça pour dire que les news en crypto, elles sont de plus en plus pricées et déjà contemplées dans le prix, en fait. Et plus on se rapproche de la nouvelle, avec les insiders, on l'a vu, je l'avais montré en décembre, non, sur la partie, c'était quoi ? Je me rappelle plus la news, mais au final, j'avais eu la news qui avait fuité, enfin qui était accessible aux insiders, qui avait déjà pricé le truc sur Bitcoin. Et quand la news est sortie, en fait, ça avait quasiment rien fait parce que c'était déjà pricé en fait dans le prix. Donc il y a cet effet-là aussi. Mais effectivement, en fait. Ce qui peut faire qu'on aurait des montées sur le court terme avec un
un petit rebond, quelque chose qui va nous permettre d'exit, mais pas forcément des prix top, ça peut être des news. Mais si on va avoir une vraie continuation du cycle, quelque chose de conséquent et soutenu, ça sera les fondamentaux et notamment tout ce qui va être liquidité. Hein. Est-ce qu'on va passer sur du QE? Mais il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, quoi. Récession par récession, liquidité par liquidité. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de QE en vue. Hein. Faut pas, non. Faut pas, voilà. Hein. Il y en a plein. Non, mais réduction du QT. Voilà. La Fed dit, pour l'instant, on attend. Bon, il y a les dernières données macro au niveau de l'emploi, elles sont sorties pas top. Donc, à voir s'ils bougent un peu leur cul, parce qu'en général, ils ont tendance à réagir un peu tard. Mais oui, pour l'instant, il n'y a pas de QE en vue. Donc, il reste les liquidités M2 qui sont pas du quantitative easing, attention, parce qu'on peut augmenter la balance sheet sans forcément faire du quantitative easing. Ça, j'en avais parlé aussi sur mes vidéos. Donc, tu peux avoir une modification des taux, et c'est-à-dire avoir des taux qui ne changent pas, donc des taux court terme qui restent stables, où la Fed ne change pas les taux, et avoir du quantitative easing, c'est-à-dire des achats, mais sur les obligations à 10 ans ou long terme. Donc, tu peux avoir du quantitative easing sur les actions long terme sans forcément avoir des baisses des taux, même si c'est pas le plus probable. En général, ça va de pair, mais ça peut exister aussi. Donc, c'est différent taux court terme et taux long terme. On est d'accord. Il y en a un, c'est la Fed qui les met, les autres, c'est plus le marché. Et après, tu peux avoir une augmentation des liquidités parce que, quand tu regardes les liquidités globales, et pas forcément que US. US, on sait qu'ils sont en quantitative tightening, mais tu peux avoir d'autres banques centrales qui décident d'augmenter leur balance, non, et du coup avoir des liquidités globales qui montent, même si tu regardes une zone géographique, c'est peut-être pas le cas. Mais pour ça qu'on regarde le QE de la Fed, mais tu peux avoir ce qu'on a en ce moment, des liquidités de la M2 qui augmentent sans forcément avoir du QE aux États-Unis. Donc il y a ces trois éléments donc qui sont pas, c'est pas la même chose et qui peuvent avoir des impacts différents, même si c'est très difficile de prévoir comment ça peut interagir, quoi. Après, il y a Martin qui disait tous les éléments cités par Thibaut casseraient alors le modèle de cycle des 4 ans. C'est tout à fait possible. En fait, c'était ce que je disais sur mon live de mercredi. Je vais pas je vais pas refaire un laïus trop important dessus parce qu'on a aussi pas mal de choses encore à vous présenter sur cette session ensemble. Mais il est tout à fait possible que le modèle et des cycles historiques de 4 ans ne soient plus d'actualité aujourd'hui. En crypto, il faut toujours remettre en perspective ce qu'on pense connaître. À chaque fois qu'on nous dit non mais ça se passera pas ou c'est pas possible, ça arrive. Je vous avais donné des exemples. Ça descendra jamais en dessous de l'ATH du cycle précédent. Le plus bas du cycle d'après, ça descendra jamais en dessous du plus bas du cycle précédent. Allez, on allait chercher les 16 000 qui étaient en dessous des 20 000 du cycle de 2017 sur ce cycle, en fait. Donc, à chaque fois, même les modèles de prédilection, le stock to flow, le machin, enfin, à chaque cycle, en fait, tu te rends compte que même si tu as certains modèles qui ont fonctionné par le passé, c'est jusqu'au moment où ils ne fonctionneront plus. Parce que c'est que des modèles à retardement. Et qu'après, on les réajuste et on se dit, tiens, maintenant ça marche. Ouais, mais jusqu'au moment où il ne marche plus. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un indicateur mathématique, technique ou ce que vous voulez qui va permettre de prédire avec une certitude proche de 100% ce qui se passera. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je pense que là, avec l'arrivée des instits, peut-être que l'engouement qu'on a eu sur le court terme et puis aussi l'énergie économique qu'il faut pour faire fluctuer le prix, vu que ça devient de plus en plus compliqué, tout à fait possible qu'on continue vers une baisse de la volatilité sur le marché crypto, et y compris principalement sur le Bitcoin. Ça, on le voit depuis la création. Une baisse globale de la dominance du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Même si là, sur le court terme, on est d'accord que sur les 2-3 dernières années, on voit que la dominance du Bitcoin a fait qu'augmenter. Mais si on prend la dominance du Bitcoin en 2010, qui représentait 100% du marché crypto, et aujourd'hui, et de cycle en cycle, en fait, si vous mettez une droite de tendance, vous voyez qu'en fait, on fait des points hauts de plus en plus bas. Et clairement sur une tendance baissière. Mais sur le court terme, c'est vrai que c'est difficilement perceptible. Et surtout, la baisse des retours sur investissement de cycle en cycle. Là où on aurait un break, c'est si jamais on part sur la théorie de l'hypercycle, auquel j'y crois pas du tout aujourd'hui, franchement, la théorie de l'hypercycle, de se dire un Bitcoin à 300 000, 400 000, ça me paraît difficilement entendable ou compréhensible. À moins que on soit plus sur des cycles de 4 ans et qu'on accepte la probabilité aussi de se dire, tiens, là, en 2025, tout le monde s'attendait à ce que ce soit bullish, en fait, ça sera bearish ou latéralisation. Ça va durer une plombe jusqu'à la fin de l'année, voire début 2026. Et puis après, 2026, bull run. C'est possible. Est-ce que c'est probable ?
pas certain. On n'a jamais eu ça dans toute l'histoire de la crypto. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que il faut toujours se préparer à ce qui n'est pas conventionnel ou ce qui n'est peut-être encore jamais arrivé. Parce que typiquement, tu vois, le cas de l'Ether, si on nous avait dit que l'Ether aurait eu des si faibles performances à ce stade-là du cycle, les mecs, on leur aurait dit, mais c'est bon, tu connais rien en fait. Pour autant, c'est ce qu'on a connu. Il y a pas mal de monde, dont moi y compris, qui sont positionnés en attendant une hausse plus conséquente d'Ether sur la première partie et qui, au final, pour l'instant, elle n'est pas là, quoi. Donc, à voir si ça change. Mais je pense qu'une bonne partie du cycle aussi est grippée par Ether. Tu vois, toute la cascade de liquidité, pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Donc là, c'est vraiment un peu effectivement la surprise sur ce bull run où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à voir un Ether à ce prix-là, à ce niveau-là de l'année. Hein. Bon, il y a plein de gens qui en parlent. Bon, moi, j'en fais partie aussi parce que j'ai ajusté justement par rapport à ça. Après, bon, bien évidemment, pas à 100%. Hein. J'ai gardé quand même du Bitcoin, mais j'en ai passé une partie en Ether. Et pour l'instant, sur ce trade-là, je suis sous l'eau. Mais parce que tout portait à croire que ça ne se passerait pas comme ça. Bon, mais finalement, c'est arrivé. Et je pense qu'il y a pas mal de monde dans ce cas-là, quoi, où on s'est pas mal exposé à l'Ether, justement, vu l'avancement du Bitcoin par rapport à justement la théorie des cycles de 4 ans. Et pour l'instant, ça s'est pas révélé payant, même si effectivement, et on peut sortir plein de données qui vont être bearish, plein de données qui vont être bullish, et on va parler après de Ether versus Solana, mais dans tous les cas, sur les fondamentaux, ça n'arrête pas d'augmenter, donc il faudra voir, mais force est de constater que pour l'instant, tout est lié par rapport au jeu de liquidité. C'est quand même la grosse déception pour l'instant. Ah oui, clairement, c'est la grosse déception, mais surtout, en fait, on comprend après derrière les raisons pour lesquelles c'est comme ça. L'Ether, c'est un proxy pour les investisseurs avec leur aptitude et leur appétence à vouloir ou non prendre du risque. On peut se dire que globalement, la crypto, ça reste un actif risqué, mais de plus en plus, le Bitcoin, on le voit comme, tu vois, le côté réserve de valeur, etc., etc. Et donc, plutôt l'actif le plus sécuritaire qu'on retrouve dans la crypto. Donc, en fait, si tu n'as pas une grosse ouverture des vannes en termes de liquidité, la plupart des gens vont aller sur le BTC. Hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Avec les ETF, ils sont allés sur BTC, donc la dominance a énormément augmenté. Par contre, si derrière, tu te rends compte que les liquidités sont pas vraiment là, c'est-à-dire que tu es toujours dans un resserrement quantitative tightening, tu n'as pas d'impression monétaire, tu as des incertitudes aussi d'un point de vue macro qui jouent énormément, évidemment que les actifs risqués, les investisseurs, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais c'est valable pour la crypto, mais c'est valable aussi sur le marché action. Hein. Le marché action, il y a eu un petit rebond dernièrement, mais c'est pareil. Hein. C'est exactement la même chose. En fait, souvent, quand tu regardes les performances que tu as eues sur le Nasdaq, S&P 500 et tout, quand tu as des corrections sur ces indices-là, tu as la même chose sur la crypto, en fait, parce que c'est énormément lié. Donc, pour l'instant, en tout cas, on voit que la majorité des investisseurs n'ont pas eu vraiment envie d'aller sur des actifs risqués. Et pour moi, c'est lié vraiment aux politiques un peu monétaires. J'en avais beaucoup parlé. Hein. Là, je vous ai mis la dominance du Bitcoin en pourcentage en weekly. On voit qu'on est toujours sur une tendance haussière. On voit qu'on a eu encore une bougie verte là qui s'est faite. Moi, je vous ai dit que le scénario le plus probable à court terme, c'est qu'on aille chercher celle-ci. Hein. Qu'on aille chercher les 66%. Hein. Et dites-vous qu'en soi, c'est plutôt positif, même si ça dure plus longtemps que prévu, c'est plutôt positif parce que plus le Bitcoin augmente, plus il prend de la dominance, etc. À partir du moment, et si on pense toujours qu'il va y avoir une baisse de cette dominance pour aller chercher des performances sur les altes, aujourd'hui, je vois pas le scénario où en fait on n'aurait pas cette baisse de dominance du Bitcoin. J'ai du mal, je sais pas pour vous les gars si c'est la même chose, mais je n'arrive pas à entrevoir un scénario où au final on n'aurait que le Bitcoin qui performe avec une dominance qui reste hyper élevée. On part en bear market, la dominance elle continue encore d'augmenter et on n'a aucune baisse de dominance du Bitcoin et on n'a pas d'alt season du coup avec une vente du Bitcoin pour aller chercher des performances sur les alts. J'ai du mal à le voir. Même si on m'explique que une partie de l'argent a été investi via les ETF et que du coup, tu n'as pas de cascade de liquidité sur les ETF en tant que tel. On pourra voir un peu comment ça se passe s'il y en a qui vendent des ETF Bitcoin pour acheter des ETF Ethereum, mais globalement, on peut comprendre que c'est des poches de liquidité qui ont du mal à se redéverser sur le top 10, des alts, le top 100, etc., etc. Mais la grosse majorité des liquidités qu'on a sur le marché crypto, c'est on-chain, hein, c'est pas via les ETF. Hein. Les ETF, c'est quelques milliards.
mais il y a quand même plus de 95% de la supply qui sont on-chain, qui sont pas du tout sur BlackRock, Fidelity et ce que vous voulez. Hein. Ça représente rien, d'accord? Il y a plus de 95% de la supply qui sont on-chain aujourd'hui. Donc en fait, de dire qu'il y aura pas de cascade de liquidité, c'est possible, d'accord? Je dis pas que c'est pas possible, mais ça me paraît très peu envisageable. Et moi, entrevoir le scénario, je sais pas ce que t'en penses Théo, hein, même si ça reste possible, mais de voir un cycle complet, et on fera le bilan à la fin, hein, voir un cycle complet où tu n'as que le Bitcoin qui a performé, la dominance elle reste encore hyper élevée et l'Ether performe pas du tout. Alors évidemment, là pour les alts, ça serait catastrophique, mais c'est pas un scénario que j'arrive à entrevoir aujourd'hui, parce que là, ça me paraît tellement éloigné de ce qu'on a connu par le passé. Et quand tu vois des fonds comme World Liberty Financials, etc., qui continuent encore aujourd'hui d'acheter de l'Ether et des machins, je me dis qu'en fait, on est sur des périodes d'accumulation qui seront plus longues, peut-être des cycles différents ou des translations de cycles aussi, c'est possible. Mais de considérer que le top des alts, en fait, a déjà eu lieu sur le mois de mars et que globalement, tu en as très peu qui ont performé et que la dominance, en fait, reste toujours élevée et que tu n'as pas une baisse comme ce qu'on a connu à chaque fois, hein, sur tous les cycles d'avant, pour aller se déverser sur les alts, ça me paraît un peu compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Moi, je vois pas, en fait, au moins un dernier pump, tu vois. Alors, peut-être pas le pump de l'espace qui va tous nous rendre riches, mais bon, il y en a qui ont parlé des stablecoins. Ça, c'est vrai que c'est plutôt, normalement, jusqu'à présent, quelque chose d'assez bullish, non, avec le supply des stablecoins qui est en all-time high, hein, avec Tether et USDC qui n'arrêtent pas de minter. Normalement, c'est considéré comme de l'argent qui est sideline, non, de l'argent qui attend de rentrer, au moins en partie. Alors, tu en as toujours qui, oui, parce qu'ils vont chercher des rendements sur les stablecoins, machin, ils vont pas rentrer. Oui, alors, il y en a très certainement une partie, voire une bonne partie qui va jamais rentrer sur la crypto. Mais, encore une fois, c'est jamais tout à 100%. Donc, il y a forcément une partie de ces, ils sont centaines de milliards, non, en stablecoin. Il y en a au moins une partie qui sera de la pression acheteuse sur les cryptos si jamais on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, mais dès qu'il y aura un peu de clarité, on ne sait pas quand ça arrivera, tout le monde aimerait bien savoir, hein, et c'est pas que nous, c'est tous les entrepreneurs, tous les secteurs privés du monde aimeraient bien savoir ce qui se passe, non, pour savoir s'ils vont se faire taxer à 20, 50, 100, 200%, voire 0%. Sur les imports. Donc ça, malheureusement, on n'a pas de visibilité, mais il y a quand même plusieurs catalyseurs qui sont plutôt bullish. Et si jamais on a de la clarité, ça se mettra en place, en plus de la M2, en plus de tout ça. Donc, finir le cycle, en fait, se dire qu'on a déjà eu les tops sur Bitcoin et sur les altcoins, et que là, on part en bear market, alors qu'il n'y a aucun indicateur de top qui a réellement flashé. C'est possible après que tous les modèles sont complètement out, même s'il y en a qui jusqu'à présent, sans grande modification, type P-Cycle, Top Indicator, les indicateurs de top, bon, il y en a certains, ils sont un peu, tu peux poser des questions, mais dans l'ensemble, qu'il n'y en ait aucun qui est flashé sur Bitcoin, bon, ça paraît quand même un peu gros, même si c'est possible qu'ils soient tous foirés maintenant, parce qu'on a changé de paradigme, mais encore une fois, en fait, se dire maintenant que le cycle est fini sur les tops qu'on a eu, ça revient à dire cette fois-ci c'est différent. Et en général, on sait que c'est rarement le cas. Donc en fait, moi non plus, c'est pas le scénario le plus probable par rapport. Bien sûr que c'est possible. Alors, bien sûr, on peut avoir une récession, un Black Swan, quoi que ce soit, mais ça reste pas mon scénario principal. Moi, je pense qu'on aura quand même au moins un rebond, tu vois, par rapport aux nouvelles qu'on a justement, et on en a parlé aussi, tu vois. Mais Ether, pour l'instant, le prix reflète pas du tout les fondamentaux. Alors oui, on va en parler après. Ether versus Solana, notamment le problème qu'ils ont avec les L2, non? Est-ce qu'on part sur un protocole, Fat App, ces métriques-là? Parce que pour le coup, il y a des questions qu'il faut adresser. Très clairement, il y a des choses à revoir ou à faire évoluer, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Mais sur les fondamentaux, il y a des whales qui continuent d'accumuler, même si ça se voit pas sur les ETF, mais il y a des gros achats sur Ether. Et on a eu des annonces type Fidelity qui va lancer son stablecoin sur Ether. On a toute la partie RWA, ça se passe principalement sur Ether aussi. Donc, dans l'idée, tu vois, en termes de fondamentaux, bon, il y a les L2 et le modèle économique il y a des questions qui a questionné. Ouais, mais dans l'idée, quand même, il y a quand même des gros fondamentaux. Et sur le dernier cycle, des news comme ça aurait envoyé le prix beaucoup plus haut, tu vois, avec des Fidelities, des RWA qui se lancent sur Ether, ça aurait été vraiment un gros catalyseur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tout ça pour dire, au final, moi, je pense pas qu'on n'aura pas encore une montée, même si ça sera peut-être pas non plus le pump de l'année. Ou alors, comme tu l'as dit, on pourra avoir un cycle qui est un peu retardé, non, avec le Bitcoin qui fait un peu son chemin.
et les altcoins qui commencent à réagir quand on aura des bonnes nouvelles, ce qui est pas forcément le cas tout de suite, tu vois. Et même, on pourrait rentrer, pourquoi pas, en mini-récession. Ça, je l'avais montré aussi sur mon live. Il y a des périodes, il y a certains indicateurs qui peuvent faire penser à une récession, mais c'est pas forcément quelque chose qui va durer un mois et demi, enfin 1 an et demi, 2 ans, comme sur la crise des subprimes. Ça peut être quelque chose d'assez court si justement il se réveille, qui décide de complètement changer avec le QE. En fait, tu peux avoir une récession, ce qu'on appelle récession, machin, ça peut durer 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc au final, ça serait une période de latéralisation assez courte en crypto, mais il n'y a rien. On fera le suivi. On fera le suivi parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de clarité par rapport à tout ça, quoi. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, concernant le quantitative tightening, en fait, certains nous posent des questions en commentaire en disant est-ce que c'est un bon moment pour acheter des alts et tout. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire, mais globalement, historiquement parlant, on a atteint un bottom sur les alts par rapport à Bitcoin à partir du moment où on a eu un arrêt pur et dur du quantitative tightening. Voilà. Si je mets la paire Ether-Bitcoin, ici, Ether-Bitcoin, hop, je vais remettre mon indicateur quantitative tightening. Je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. Le bottom qu'on a eu sur le cycle d'avant, ça a été pile à la fin lorsqu'on a eu un arrêt en fait du quantitative tightening. C'est pile à ce moment-là qu'on a eu un bottom qui a été atteint sur la paire Ether-Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'en dollars, on n'a pas eu une continuation de baisse. Hein. D'ailleurs, on peut y jeter un coup d'œil. Hein. Regardez, le quantitative tightening, je vais même aller un petit peu plus là, parce que c'est plutôt ici. Voilà. Je vous ai mis une flèche juste là. Le cours de l'Ether, il a continué de baisser un peu. D'accord ? On a été toujours plus haut que le plus bas du cycle, enfin le plus bas d'il y a quelques semaines en arrière, mais ça a continué de baisser en dollars. Par contre, on avait atteint un bottom. On avait atteint un bottom sur la paire Ether-Bitcoin. Ensuite, on a augmenté. On est venu retester. D'accord ? En mars 2020, on était quand même monté à 300 balles. Et en une semaine et demie, on est venu retester l'all-time low à 90 $. Donc, ça a fait extrêmement mal. Et ensuite, injection des liquidités et hop, bull run sur la partie Ether. En plus de ça, il n'y avait pas du tout le même modèle économique qu'aujourd'hui. On avait quelques L2, mais ce n'était pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Les narratifs qui étaient les plus recherchés, les plus utilisés, c'était sur Ethereum. Et pour les utiliser, pour y aller, il fallait acheter de l'Ether. Donc en fait, il y avait tout qui était bien synchronisé pour avoir un super bull run sur l'Ether, en fait. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, ce qu'on a, ça a été que des resserrements de liquidité. On n'a eu que ça. Malgré ça, on a eu quelques progressions sur l'Ether et quelques performances, parce qu'on est quand même sur un suivi de tendance en dollars. Mais est-ce qu'on a atteint un bottom sur la paire Ether-Bitcoin et sur la paire altcoin-Bitcoin ? Je ne suis pas convaincu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des perfs en dollars, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des rebonds, etc. Mais tant qu'on n'a pas la fin définitive du quantitative tightening, pour moi, on ne peut pas s'attendre à des miracles sur la partie altcoin. En tout cas, pour être, entre guillemets, plus proche du bottom que ça, quoi. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et je vais vous remettre aussi cet indicateur-là, qui est la partie Other. Je vais peut-être mettre comme ça aussi, on s'en fout. Ouais. Là, hop. Je vais essayer de dézoomer un peu. Tac. Voilà. Bon, le graphique n'est pas très beau, on s'en fout, c'est juste pour que vous compreniez la démarche. Hop, voilà. Là, vous voyez que quand on a eu la fin du quantitative tightening, si vous regardez juste ici, on était au bottom, sur la partie alt par rapport à Bitcoin. On est venu après augmenter, on est venu retester, et après il y a eu la baisse de la dominance du Bitcoin pour avoir toute la alt season qu'on a connue. Et pour l'instant, on est toujours sur une baisse de liquidité. On est sur un support de plusieurs années et de plusieurs cycles, hein, quand même, sur la partie alt par rapport à Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le breaker. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le breaker à la baisse. Mais en tout cas, le scénario qu'on a connu jusqu'à présent à chaque fois, ça a été le Bitcoin fait ses performances, il a sa dominance, etc. Ensuite, on a un desserrement des liquidités, voire même des injections de nouvelles liquidités. La dominance du Bitcoin baisse parce qu'on est plus apte et on a plus envie de prendre des risques. Et donc là, on atteint un bottom sur la paire alt-Bitcoin. Et là, après, on part en alt season. Mais ça peut prendre plus de temps que prévu. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui vendent des alts à l'heure actuelle, ça peut être une bonne décision en fonction du risque, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et si on regarde, en tout cas, cet indicateur technique-là, on est sur un seuil historique et historiquement parlant, à chaque fois qu'on est venu toucher cette droite de tendance, on était sur un point bas. Voilà.
Est-ce que ça peut descendre plus bas? Évidemment. Bon. Pas de après, tout l'intérêt aussi, je voulais rajouter ce point-là, d'être sur des projets quand même avec des fondamentaux, parce que si on part dans le scénario où ça va laguer encore sur les ailes pendant un bon bout de temps, potentiellement, ce qui va à peu près, déjà, ça peut s'aider encore plus, ça, il n'y a pas de souci. Mais en plus, potentiellement, ceux qui reprendront après, si ça doit durer, en fait, le côté hype, regardez en fait tout ce qui a été hypé, les agents IA, les meme coins, en fait, tout ce qui a été hyper hypé, où il n'y avait pas de fondamentaux derrière, parce qu'il y a eu d'autres projets avec des fondamentaux qui ont bien pumpé aussi, mais les projets qui sont montés uniquement avec la hype et sans aucun fondamentaux, ça m'étonnerait qu'on les revoie en fait, s'il n'y a pas la grosse, parce qu'il peut y avoir la partie communauté derrière, mais si c'est juste des gens qui sont arrivés sur le court terme et que le truc ça fait juste un gros pic et ça redescend, ça m'étonnerait que la plupart en fait refassent des performances après. Ce qui peut, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui commencent à parler, je sais plus comment ils s'appellent, Virtual Bacon et Miles the en fait, des plus gros influenceurs crypto. Alors je crois qu'ils sont US, to buy, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément. Ils disent un peu le tout et son contraire. Bon, pour faire du contenu, ils changent de veste comme. Bon, ça tourne pas mal leur contenu, mais dans l'idée là, en ce moment, ils sont en train de publier qu'ils sont en train de resserrer leur portefeuille sur des conviction play, non, dans ceux dans le quoi ils croient le plus. Et pour le coup, sur ce côté-là, bon, si vous avez un gros portefeuille en termes de valeur. Donc, si vous avez beaucoup de tickers, beaucoup de crypto, pas forcément avec des grosses lignes, mais potentiellement, s'il y en a dans lequel vous ne croyez plus, bon, pourquoi pas resserrer sur justement celles où vous avez le plus de conviction ou des fondamentaux. Parce que si jamais on part, et moi, ça c'est ma vision perso, après, encore une fois, c'est refaire le laïus sur quelle est la responsabilité. Moi, je pense que je vais peut-être regarder aussi mon portefeuille pour revenir sur, concentrer sur des cryptos dans lesquels je crois vraiment. Et j'ai peut-être une ligne ou deux à effacer, il va falloir que je révise ça, mais dans tous les cas, si on part en fait dans un scénario où ça va être peut-être un peu plus long sur les altcoins, même si c'est pas encore dit, il faut avoir des convictions en fait, et sur ceux dans lesquels on croit le plus, mais faut continuer de miser, mais sans fondamentaux en fait, je vois pas comment on va pouvoir passer l'hiver, ou pas forcément l'hiver, tu vois, mais si ça latéralise beaucoup, si c'est que de la hype ton projet, ça va être compliqué, hein. Mais là, tous les trucs, les mecs qui avaient investi sur les agents IA, il va y avoir de nouvelles apps, il va y avoir de nouveaux trucs. Là, le problème, c'est qu'il n'y a aucun schéma narratif parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais dès que ça va commencer à repartir, parce que là, si on part, pour dézoomer encore plus, là, ok, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça va latéraliser. Potentiellement, dans le pire des cas, on peut en bear market, mais il y a un moment, ça va remonter. Enfin, je veux dire, ça peut pas. Là, pour le moment, le sentiment est dégueulasse, mais à un moment, ça finira bien par remonter. On ne sait pas quand, ça remontera. Mais dans tous les cas, ça reviendra. Tout ça. Et quand ça reviendra, il y aura des nouveaux schémas narratifs, il y aura des nouveaux shiny objects, il y aura des nouveaux trucs, alors liés à l'IA, au RWA, au truc du moment, et il y en aura d'autres. Donc en fait, tous ceux qui étaient hyper hypés avant, ils seront dans l'oubli parce qu'il y aura un nouveau truc, et il y aura un nouveau truc, et il y aura des rotations de plus en plus fréquentes. Donc si tu n'as pas les fondamentaux un minimum derrière, personnellement, ça c'est mon opinion, je ne vois pas comment tu pourrais retrouver des niveaux intéressants, voire surperformer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc on suivra ça, les gars.